Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui donnent sur Patreon, parce que c'est grâce à vous que je commence à amortir le coût de ce podcast, entre l'hébergement, les logiciels et les documents payants pour les recherches. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Et si vous voulez aussi soutenir ce projet, le lien est en description. Je vous embête pas plus longtemps. Lyme Regis, côte sud de l'Angleterre. Les falaises sont grises, la boue colle aux chaussures. Les vagues de la marée basse se retirent, résonnent contre les rochers. L'air sent l'iode et les algues. Une enfant est à genoux dans cette boue. Elle se redresse, essuie ses mains sur sa robe et jette un coup d'œil par-dessus son épaule vers des ouvriers qui travaillent à retirer quelque chose de la roche. Attention à cet os. Non, pas comme ça. Doucement. Les ouvriers écoutent attentivement cet enfant, qui nous semble avoir entre 10 et 13 ans, et étonnamment, ils obéissent à ses ordres. Ce qu'elle dégage de la pierre ne ressemble à rien de connu. Un squelette de 5 mètres, des dents comme des poignards, des yeux immenses. À cette époque, la plupart des gens pensent que Dieu a créé toutes les créatures du monde en 6 jours. Qu'aucune espèce ne peut disparaître. Ce qu'elle va trouver dans ces falaises va faire vaciller cette certitude. Ces découvertes seront exposées dans les plus grands musées d'Europe. Les scientifiques vont devoir repenser l'histoire de la Terre. Mais son nom à elle n'était nulle part sur les étiquettes. Mary Anning naît en 1799 à Lyme Regis, une petite ville coincée entre la mer et les falaises grises du Dorset, au sud-ouest de l'Angleterre. Son père, Richard, est menuisier. Mais le travail du bois ne suffit pas à nourrir une famille qui grandit trop vite. Alors il descend, sur la plage, quand les tempêtes ont fini leur travail, fouille dans les éboulements de falaises, ramasse des pierres étranges, des coquilles en spirale pétrifiées, des formes bizarres incrustées dans la roche. Il les vend aux touristes qui viennent respirer l'air marin. Des curiosités, on appelle ça. Personne ne sait vraiment ce que c'est, mais ça plaît aux collectionneurs. Et cette activité est devenue vitale pour la famille. La famille Anning survit comme elle peut. Sur 9 ou 10 enfants, seuls 2 survivront. Marie et son frère aîné Joseph. Les autres meurent en bas âge, comme tant d'enfants de l'époque. Marie, elle-même, porte le prénom d'une sœur morte quelques mois avant sa naissance. C'est une famille qui connaît la perte et qui, malheureusement, en connaîtra bien d'autres. Nous sommes le 19 août 1800. Marie a environ 14 mois. Elle ne marche pas encore vraiment, ne parle certainement pas. Une voisine, Elizabeth Haskins, l'emmène voir un spectacle équestre avec 2 autres petites filles. C'est l'été, il fait beau. Mais des gouttes commencent à perler sur leur peau et très vite, un orage éclate. Elizabeth prend Marie dans ses bras et court se mettre à l'abri sous un grand orme, avec les 2 autres enfants. Mais la foudre frappe l'arbre. Et le drame frappe aussi les filles. Elizabeth et les 2 autres filles meurent sur le coup. Et Marie, dans les bras d'Elizabeth, contre toute attente, survit. Des témoins de la scène se dépêchent de ramener Marie chez ses parents. Ils la plongent dans un bain d'eau chaude et miraculeusement, elle ouvre les yeux. Les gens de Lyme Regis parleront longtemps de cet événement. Ils disaient que Marie était un bébé fragile, souvent malade, et qu'après la foudre, elle est devenue forte, vive, d'une curiosité insatiable. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est juste ce qu'on raconte quand on ne comprend pas comment une femme pauvre peut devenir aussi brillante. Mais une chose est certaine. Dès son plus jeune âge, Mary Anning défie déjà les probabilités.
Dès qu'elle est assez grande pour le suivre sans tomber dans les vagues, Richard l'emmène sur les falaises, lui montre où regarder après une tempête, comment repérer la forme d'une ammonite, ses coquilles en spirale pétrifiée, comment l'extraire délicatement avec un marteau et un ciseau sans la briser. C'est un travail patient, minutieux, dangereux aussi. Les falaises continuent de s'effondrer. La marée ne prévient pas toujours quand elle monte. Marie n'a pas d'autre éducation que l'école du dimanche. Lire, écrire, compter un peu, rien de plus. Mais ce qu'elle apprend avec son père vaut tous les livres qu'elle n'aura jamais. Elle apprend à voir ce que les autres ne voient pas, à reconnaître un fossile sous la boue, à comprendre la pierre, et elle adore ça. Le reste viendra plus tard, quand elle décidera de l'apprendre par elle-même. Mais Marie a 11 ans quand son père meurt de tuberculose. Le corps déjà affaibli par une chute sur les falaises quelques années plus tôt. Il laisse derrière lui une veuve, 2 enfants et surtout plus de 100 livres de dettes. Une somme qui pourrait les écraser pour toujours. Son frère, Joseph, qui a 14 ans, trouve un apprentissage chez un tapissier. Un métier stable, mais qui ne rapporte presque rien au début. Leur mère, Molly, fait ce qu'elle peut, mais ce n'est pas assez. Il reste une solution, une seule. Celle que Richard leur a apprise. Marie retourne sur les falaises. Cette fois, sans son père pour la guider. Juste elle, ses outils et la nécessité absolue de trouver quelque chose à vendre. Parce que si elle ne trouve rien, la famille ne mange pas. À l'automne 1811, Joseph, maintenant âgé de 15 ans, descend sur la plage comme il le fait depuis des années. Il connaît ces falaises aussi bien que Marie, même s'il préfère de plus en plus son atelier de tapissier au froid et à la boue. Ce jour-là, il trouve quelque chose d'inhabituel. Un crâne énorme, plus d'1 mètre de long, avec des orbites gigantesques, comme si cette créature avait besoin de voir dans l'obscurité totale. Des dents pointues, serrées, les unes contre les autres, comme les dents d'un peigne. Ça ressemble vaguement à un crocodile, mais pas tout à fait. Il y a quelque chose d'étrange dans les proportions, dans la forme. Joseph le ramène à la maison et le montre à Marie. On peut l'imaginer se tourner vers sa sœur et lui dire « C'est à toi de trouver le reste », parce qu'il sait qu'elle est meilleure que lui pour ce travail. Elle a toujours eu l'œil plus affûté, les mains plus patientes. Marie regarde le crâne. Elle sait ce que ça signifie. Quelque part, dans ces falaises, il y a un squelette complet. Une créature entière, figée dans la pierre, depuis un temps qu'elle ne peut même pas imaginer. Alors elle retourne sur la plage. Tous les jours, après chaque marée, après chaque petite pluie qui fait tomber un nouveau morceau de falaise, pendant des mois et des mois. Mais elle ne trouve rien. En novembre 1812, une tempête violente frappe la côte pendant la nuit. Le genre de tempête qui arrache des morceaux entiers de falaise et les jette dans la mer. Le matin, quand Marie descend inspecter les dégâts et cherche ses curiosités, elle le voit. Des os qui sortent de la pierre fraîchement exposée. Beaucoup d'os, alignés, une colonne vertébrale qui s'étire, qui continue, qui n'en finit plus. C'est le reste du squelette, celui qu'elle cherche depuis 1 an. Mais il y a un problème. C'est énorme. 5 mètres de long, au moins, une 60aine de vertèbres, des côtes et des nageoires. Tout est là. Mais tout est prisonnier dans la roche. Alors, Marie n'a pas le choix. Elle court au village, trouve des ouvriers, leur promet ce qu'elle peut, de l'argent qu'elle n'a pas encore, mais qu'elle aura quand elle vendra ce fossile. Les hommes la suivent. Ils la regardent, cette gamine de 13 ans, couverte de boue, et ils se demandent probablement ce qu'ils font là. Puis,
rumeur ou réalité, on raconte que Marie commence à donner des ordres. Attention à cet os. Ne frappez pas trop fort. Là, oui. Comme ça, doucement. Et ils obéissent, parce qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle a passé assez d'heures à regarder son père travailler, assez de mois à extraire des fossiles elle-même. Elle connaît la pierre mieux que ces hommes qui sont 3 fois plus vieux qu'elle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent creuser. Dégager chaque vertèbre, chaque côte, vite, avant d'être détruits, emportés par la marée montante ou écrasés par de nouveaux éboulements. Quand ils ont enfin fini, quand le squelette est sorti de la falaise et transporté jusqu'à la ville, les gens de Lyme Regis se rassemblent pour le voir. C'est un brouhaha. Personne n'a encore jamais vu quelque chose comme ça. Certains disent que c'est un monstre, d'autres, un dragon de mer. Les plus religieux font des signes de la croix et murmurent que c'est une créature du déluge biblique. Marie, elle, ne comprend pas encore exactement ce que c'est. Mais elle sait déjà que c'est important. Le fossile est vendu à un collectionneur local, Henry Host Henley, pour 23 livres sterling. C'est une somme considérable pour les Hanning. De quoi payer le loyer pendant plusieurs mois, rembourser une partie des dettes, mais hélas, ce n'est pas assez pour les sortir de la pauvreté. Le squelette change de main et finit dans un musée. Les scientifiques de Londres commencent à l'étudier. En 1814, un article est publié dans les Philosophical Transactions of the Royal Society, la plus prestigieuse revue scientifique britannique. Le nom de Joseph Hanning, qui a trouvé le crâne, n'apparaît pas. Le nom de Marie Hanning, qui a trouvé le reste et supervisé l'excavation, n'apparaît pas non plus. Puisqu'à l'époque, la coutume scientifique veut que l'on enregistre le nom du donateur ou du propriétaire. Les scientifiques débattent alors pendant des années sur ce que c'est vraiment. Un crocodile? Une créature marine inconnue? Quelque chose qui vit encore quelque part dans les profondeurs de l'océan? Et c'est en 1817 qu'il lui donne finalement un nom. Ichthyosaurus, lézard-poisson. Ce n'était ni un lézard, ni un poisson. C'était un reptile marin qui a vécu il y a 200 millions d'années, qui respirait de l'air comme nous, qui chassait dans des mers disparues depuis plus longtemps que l'humanité n'existe. Et bien que des fragments d'ichthyosaures aient déjà été trouvés auparavant au Pays de Galles, c'est le squelette de Marie, complet et magnifiquement préservé, qui devient le premier à être vraiment étudié, décrit et compris. Elle n'est alors qu'une enfant, mais elle vient de faire la découverte qui va bouleverser sa vie et, sans le savoir, changer la science pour toujours. Pendant les années qui suivent, Marie continue. Elle descend sur les falaises chaque jour, cherche après chaque tempête, ramène tout ce qu'elle peut trouver. Ça permet de survivre, juste assez pour ne pas mourir de faim. Mais en 1820, pendant presque un an, elle ne trouve rien de significatif. Rien qui vaille assez d'argent pour payer le loyer. La famille commence à vendre ses meubles. Encore une fois, elle est au bord du gouffre. Et puis, quelqu'un intervient. Thomas James Birch, un lieutenant-colonel. Il collectionne les fossiles depuis des années. Il a acheté beaucoup de spécimens au Hanning, dont quelques-uns de leurs plus belles pièces. Il connaît leur situation et il est horrifié. Il est horrifié qu'une famille qui a, je cite, « trouvé presque toutes les belles choses soumises à l'investigation scientifique » vive dans une telle pauvreté. Alors il prend une décision. Il met toute sa collection aux enchères à Londres, là où les prix sont les plus élevés, où les riches collectionneurs se battent pour acquérir des pièces rares. Et il donne tout l'argent au Hanning. Plus de 400 livres. Une fortune. Pour la première fois de leur vie, Marie et sa famille ont de quoi respirer, de quoi manger sans compter et n'ont plus à vendre leurs meubles. De plus,
L'enchère à Londres attire l'attention de collectionneurs de toute l'Europe. Le nom d'Anning commence à circuler dans les cercles scientifiques. Mais Marie a un nouveau petit problème. Les hommes de science qui viennent lui acheter des fossiles parlent un langage qu'elle ne comprend pas complètement. Ils font référence à des théories, des articles, des débats qu'elle ne connaît, ne comprend pas. Elle n'a jamais été à l'école, au-delà de l'école du dimanche. Elle ne sait pas le latin et n'a pas lu les grands traités de géologie. Alors elle décide de tout apprendre par ses propres moyens. Elle emprunte des articles scientifiques, ceux qu'on veut bien lui prêter, et les copie à la main, mot pour mot, illustration par illustration. De toute façon, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas l'argent pour les acheter et les bibliothèques ne prêtent pas aux femmes comme elle. Des années plus tard, un paléontologue regardera ses copies et dira « Je peine à distinguer l'original de la copie. Ces dessins sont si précis, si minutieux, qu'ils rivalisent avec les illustrations originales. » Elle apprend le français juste pour pouvoir lire les travaux de Georges Cuvier, le plus grand anatomiste d'Europe. Elle étudie la géologie, l'anatomie, tout ce qu'elle peut trouver. Seule, le soir, après ses journées sur les falaises, sans professeur ni université. Juste sa curiosité et sa détermination. À 24 ans, Marie voit quelque chose dans la falaise. Quelque chose de bizarre. Une forme qui ne ressemble à rien qu'elle ne connaît. Alors, elle commence à creuser. Ce qui émerge, lentement, au fil des jours, la laisse sans voix. Une tête minuscule, à peine 15 cm, mais avec un cou qui n'en finit plus, qui s'étire comme un serpent. Un corps massif, avec des côtes épaisses, et 4 nageoires. Pas des pattes, pas des ailes, des nageoires, faites de dizaines de petits os délicats, arrangés comme les doigts d'une main. 9 pieds de long au total, presque 3 mètres. C'est tellement étrange que Marie elle-même a du mal à y croire. Quand la nouvelle se répand, les rumeurs commencent immédiatement. C'est un faux, un assemblage. On dit qu'elle a pris 2 créatures différentes et les a collées ensemble pour tromper les collectionneurs. Parce que personne ne peut croire qu'une telle créature ait vraiment existé. Les dessins du fossile arrivent à Paris, sur le bureau de Georges Cuvier. Cuvier est le nom de la science européenne, le père de la paléontologie. L'homme qui a prouvé que l'extinction existe. Quand Cuvier parle, tout le monde écoute. Il regarde les dessins du squelette de Marie. Pour lui, c'est impossible, c'est une contrefaçon. La tête est beaucoup trop petite pour un corps aussi massif. Le cou est ridiculement long, ça ne peut juste pas exister. Pour Marie, c'est un désastre. Si Cuvier la déclare fraudeuse, sa réputation sera détruite. Plus personne ne lui achètera des fossiles. Elle retournera à la pauvreté, cette fois, sans espoir de s'en sortir. Mais William Buckland et William Daniel Conibert, 2 géologues britanniques qui respectent le travail de Marie, refusent d'abandonner. Ils envoient plus d'illustrations à Cuvier, plus de détails, des mesures précises. Ils expliquent comment ce squelette correspond parfaitement à des fragments partiels trouvés auparavant par d'autres collecteurs. La Geological Society of London organise alors une réunion spéciale pour en discuter. La plus grande audience qu'ils aient jamais eue. Marie n'est pas invitée. Les femmes ne sont pas admises dans la Geological Society. Alors, Cuvier et les autres scientifiques examinent, réexaminent, comparent et finalement, après des débats très houleux, ils admettent leurs erreurs. Cuvier qualifiera même la créature la plus monstrueuse jamais découverte. Le squelette est authentique. Il appartient à une espèce inconnue, disparue, qui vivait dans les mers il y a des millions d'années. On lui donne un nom, Plesiosaurus, proche du reptile. Et alors, le nom d'Anning, enfin, commence à être connu. Les scientifiques de toute l'Europe veulent voir ces fossiles, acheter ces spécimens et même apprendre d'elle. En 1826, avec ses économies, Marie ouvre une boutique à Lyme Regis,
Sur les étagères, des ammonites, des bélémnites, des vertèbres d'ichthyosaures, des dents fossilisées, et parfois des pièces extraordinaires que les musées et les collectionneurs s'arrachent. Les visiteurs viennent de toute l'Europe, des nobles, des scientifiques, des collectionneurs fortunés, et même le roi de Saxe. Ils discutent avec elle, ils lui demandent son avis sur leurs propres trouvailles. Ils lui demandent parfois de l'emmener sur les falaises pour qu'elle leur montre où chercher. Et 2 ans plus tard, Marie trouve, oui, encore une fois, quelque chose qui ne devrait pas exister. Des os avec une longue queue, des ailes. C'est la première fois qu'elle voit ça. Elle ne comprend pas ce que c'est. C'est le premier ptérosaure jamais découvert en Grande-Bretagne. Une créature volante qui vivait il y a 200 millions d'années. Cette fois, William Buckland fait quelque chose de rare. Dans son article scientifique, il écrit « Dans la même formation du Blue Lias à Lyme Regis, où tant de spécimens d'Ichthyosaurus et de Plesiosaurus ont été découverts par Miss Mary Anning, elle a récemment trouvé le squelette d'une espèce inconnue, de ce reptile le plus rare et curieux, le ptérodactyle. Il la nomme, il la crédite explicitement. C'est l'un des rares à le faire. Mais toutes ces découvertes ne la rendent pas riche, loin de là. William Buckland intervient alors encore une fois. Il convainc le gouvernement britannique et la British Association for the Advancement of Science de lui accorder une pension annuelle, 25 livres par an, en reconnaissance de ses contributions à la science de la géologie. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est stable. Et c'est la première fois de sa vie que Marie a un revenu garanti, quelque chose qui ne dépend pas de ce qu'elle trouve sur les falaises. En 1829, Marie a 30 ans et fait son seul voyage à Londres. Elle visite le British Museum et la Geological Society, les temples de la science. Elle y voit ses ichthyosaures et ses plésiosaures magnifiquement exposés. Mais elle découvre avec amertume que son nom n'apparaît nulle part. Seuls les riches donateurs sont crédités, comme si ces créatures s'étaient découvertes toutes seules. Marie est parfaitement consciente de cette injustice. Elle confiera plus tard à une amie que ces hommes de savoir ont sucé son cerveau, publiant des articles dont elle a fourni tout le contenu sans qu'elle n'en retire jamais le moindre mérite. Mais si Londres l'ignore, les falaises, elles, lui parlent toujours. Pendant que des savants se partageaient ses trophées, Marie est déjà passée à l'étape suivante. Elle ne veut plus seulement trouver des os, elle veut comprendre comment ces mondes disparus fonctionnaient. Dès 1824, elle s'était penchée sur un détail que tout le monde ignorait. Des petites pierres sombres et ovales que les habitants de Lyme Regis appelaient alors des pierres de Bézoard. Alors que les géologues n'y voyaient que de l'argile durcie par la mer, Marie, avec son œil de naturaliste, soupçonnait une vérité bien plus fascinante. Elle remarque un détail crucial. Ces pierres se trouvent très souvent à l'intérieur même des squelettes, entre les côtes ou près du bassin des ichthyosaures qu'elle déterre. En les brisant, elle y découvre des écailles et des petits os de poissons. Elle est la première à comprendre leur véritable nature. Ce sont des excréments fossilisés. Ce n'est qu'en 1829 que Buckland, s'appuyant sur les preuves fournies par Marie, publie un article officiel sur le sujet et invente le nom scientifique de coprolite, pierre de fumier. Grâce à elle, on vient d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur le régime alimentaire et la vie des créatures disparues. Et grâce à cette découverte, les scientifiques peuvent maintenant étudier ce que mangeaient les créatures préhistoriques, reconstituer des chaînes alimentaires disparues depuis des millions d'années. Et ce n'est pas tout. La même année, elle découvre quelque chose d'encore plus étrange. Dans les fossiles de bélémnites, des ancêtres de calamars, elle trouve des sacs à encre fossilisés. Et l'encre est encore là, après 200 millions d'années. Son amie, Elisabeth Philpot, la dilue avec de l'eau, ça marche, on peut encore écrire avec. C'est alors que les artistes de Lyme Regis commencent à dessiner des fossiles avec de l'encre vieille de 200 millions d'années. Nous sommes maintenant dans les années 1840. Marie a 41 ans. Et son corps commence à la trahir. Une douleur sourde apparaît, d'abord.
qui ne part jamais vraiment et qui empire avec les mois. Et 5 ans plus tard, un médecin confirme ce qu'elle redoutait, un cancer du sein. Mais elle continue quand même. Les falaises, le froid, la boue qui colle aux chaussures, la boutique, les fossiles. Parce que c'est tout ce qu'elle a toujours fait. C'est à ce moment-là, quand elle est malade, quand tout le monde peut voir qu'elle va mourir, que les reconnaissances arrivent. La Geological Society lève des fonds pour ses frais médicaux. Le Dorset County Museum en fait son tout premier membre honoraire. Mais trop tard pour changer quoi que ce soit. Et juste à temps pour qu'elle le sache. Et le 9 mars 1847, alors qu'elle a 47 ans, Mary Anning s'éteint chez elle. Henri de la Bêche, son ami d'enfance devenu président de la Geological Society, prononce un éloge funèbre en son honneur le jour de ses funérailles, devant la Society tout entière. Sa voix, dans cette salle où Marie n'a jamais eu le droit d'entrer. C'est la première fois qu'ils honorent quelqu'un qui n'en est pas membre. La première fois qu'ils reconnaissent publiquement qu'une femme a contribué à leur science. Malgré ça, les femmes ne seront admises à la Geological Society qu'en 1904, soit 57 ans plus tard. Après ça, Marie disparaît. Pendant plus d'un siècle, les livres mentionnent ces créatures, mais pas elle. Et puis, lentement, on la redécouvre. On remonte la piste. Et au bout, il y a cette femme, à genoux, dans la boue de Lyme Regis. Aujourd'hui, le Natural History Museum l'appelle la plus grande chasseuse de fossiles que le monde ait jamais connue. Avant Mary Anning, le monde fonctionnait sur une certitude. Les espèces ne disparaissaient pas. Si on trouvait des os étranges dans la pierre, c'était forcément une créature qui vivait encore quelque part, dans les profondeurs de l'océan, dans une jungle inexplorée, ailleurs. L'extinction n'existait pas. Dieu avait créé toutes les créatures et elles étaient toutes encore là. Et puis, Marie a sorti de la pierre des squelettes complets, des créatures entières, parfaitement préservées, qui ne ressemblaient à rien de vivant. Ces créatures avaient existé et elles avaient disparu. Cette réalité-là change tout. Si des espèces disparaissent, c'est que la vie n'est pas fixe. C'est que le monde change. Et si le monde change, alors la Terre doit être bien plus vieille que les 6000 ans qu'on lui donnait. Les scientifiques sont forcés de repenser tout. L'âge de la Terre, l'histoire de la vie, la possibilité que les espèces se transforment au fil du temps. Et 12 ans après la mort de Marie, Charles Darwin publiera L'origine des espèces. Il s'appuiera sur les fossiles qu'elle a trouvés pour prouver que la vie évolue. Mary Anning a ouvert cette porte, avec ses mains dans la boue et sa patience infinie. Elle a changé notre vision du monde. Et le monde, lui, a effacé son nom pendant près de 2 siècles. J'aimerais aussi vous parler d'une phrase rapportée par Charles Dickens, adressée à une jeune fille qui lui avait témoigné de l'amitié, mais dont Marie, un instant, avait douté, et qui m'a marquée pendant mes recherches. Elle lui aurait écrit « Je vous demande pardon de me méfier de votre amitié. Le monde s'est montré si cruel envers moi que j'ai peur qu'il m'ait rendue méfiante envers tout le monde. » Entendre que Marie était consciente de comment les gens se servaient d'elle, au point de ne pouvoir faire confiance à personne, même une jeune fille, m'a vraiment brisé le cœur. Malgré tout, elle s'en excuse. Elle s'excuse de ce que le monde a fait d'elle. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ça fait longtemps que je voulais vous parler d'elle et je tenais à remercier du fond du cœur Maggie, du compte Maggie's Planet, de m'avoir prêté sa voix et
même de m'avoir aidé jusqu'à m'envoyer des vocaux pour être sûr que je prononce les noms des dinosaures comme il faut. Maggie est sincèrement une des créatrices qui m'inspire et m'émerveille le plus sur Internet. Je suis pas du tout scientifique et pourtant, elle réussit à nous transmettre son amour pour la biologie, l'astronomie et bien sûr, la paléontologie. Alors, je vous en conjure, allez voir ce qu'elle fait et je vous promets que vous allez adorer. Vous allez voir, même sa DA est à tomber. Je vous laisse tous ces liens dans la description, alors foncez. J'aimerais aussi remercier Adeline de la chaîne Diclio, Christophe d'Odyssia 2.0, Rob de l'Histoire avec un grand H et Justine, dit la prof sur YouTube, pour avoir relu mon script. Et un immense merci pour tous les donateurs sur Patreon qui m'aident à faire vivre ce podcast. Votre soutien compte énormément, puisque hélas aujourd'hui, il me coûte assez cher entre les logiciels, hébergeurs, etc. Et sans vous, je ne suis pas sûre de pouvoir continuer bien longtemps. Donc vraiment merci, et à tous ceux qui voudraient m'aider à plus être à perte et à faire en sorte que ce podcast continue, le lien du Patreon est aussi dans la description. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous dis à bientôt. C'était Camille.